On va parler de cinéma, on va parler de parcours, de la spécificité du documentaire, mais on peut aussi parler qu'il y a l'écriture, Oui, voilà, de toutes ces choses-là, bien sûr. Je me focaliser un petit peu sur Voilà. Alors peut-être qu'il y aura des questions sur le fond, oui, évidemment, ça n'empêche sur pas. du film. Oui, bien sûr. Voilà. Donc vous l'avez deviné, Yamina Bendigui. Films de documentaires comme films de fiction tournent tous autour des mêmes questions, qui sont les questions des racines, de l'intégration, de la capacité à créer pour les enfants d'immigrés une mémoire à l'intérieur de ce pays qu'est la France. Voilà, donc tout sujet dont on va pouvoir parler ensemble. Moi, j'appelle mon cinéma un cinéma engagé, mais qu'en aucun cas, je ne ferai pas attention à la forme. J'ai commencé à tourner mes documentaires en 35 mm. C'est très, très difficile de faire du documentaire avec à base d'interviews, etc., en 35 mm, parce que comme vous le savez, ça coûte très cher, c'est très long. Mais quand j'ai fait, par exemple, Mémoire d'immigrés, il y avait une volonté d'inscrire sur de la pellicule une histoire qui parlait de notre présence, c'est-à-dire les enfants d'immigrés issus de l'immigration maghrébine en France, et d'avoir une vraie volonté à la fois sur le son, la musique, les plans et les objets. C'est un film où chaque objet respire autant qu'un humain, c'est-à-dire qu'il y a une construction. Ce n'est pas du reportage. Il y a vraiment, je pense qu'il y a une grande différence entre une chose, c'est-à-dire ce que l'on appelle le cinéma, donc la narration, le montage, etc., et puis ce qu'est le reportage, qui est quelque chose dans l'instantané, de ramener une info, et c'est l'info qui prime sur la forme, et puis et finalement une information, un reportage a pour vocation à passer dans le temps. Là, ce que je tente de faire, en tout cas, c'est vraiment du cinéma. Et j'ai eu la chance de travailler avec un réalisateur qui s'appelle Jean-Daniel Paulet, qui m'avait dit ne jamais cloisonner les choses. Je veux dire, si vous faites un documentaire, faut pas vous dire je suis enfermé dans le documentaire. Si vous voulez faire une fiction, mais on l'a vu beaucoup avec les gens de la Nouvelle Vague, etc., c'était de décloisonner. Le cinéma, ça peut démarrer même sur un 2 minutes, 1 minute et demie. S'il y a une volonté, il y a quelque chose, il y a une pensée. Filmer un objet, c'est comment on regarde l'objet. C'est un regard. Et, et, et voilà, c'est ce que je tente de faire. Alors c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué, plus difficile dans un marché comme la télévision, où on va vous dire d'aller vite, d'avoir peu d'argent, etc. Mais c'est la seule chose sur laquelle je ne lâche pas, c'est-à-dire que quel que soit le sujet et quel que soit le format, je me donnerai le temps de la réflexion, comment je vais filmer, et même si j'ai la facilité d'avoir une caméra vidéo, on a maintenant et la tentation de filmer, on est en train de raconter l'histoire de quelqu'un qui est en train de marcher, etc. Vite, vite, je filme comme ça. Non, jamais. Je peux pas filmer une image qui n'aura pas de sens. Ou en tout cas, même si je l'ai filmée, je passerai des heures au montage à chercher celle qui inconsciemment apportera quelque chose. Ça, c'est ma ligne de conduite. Voilà. Alors, un autre problème qui se pose avec mes films, parce que ça rentre aussi dans un genre, on va dire. Je travaille beaucoup, comme je disais, sur les questions d'enracinement des populations. Et c'est vrai qu'au moment où je présentais Le plafond de verre, c'était au moment des émeutes urbaines en 2005. Et très vite, les télévisions m'appelaient pour me dire qu'est-ce que je pensais, qu'est-ce qui se passait. J'avais rien à dire. J'avais rien à dire à part être choquée par la violence qui était à 3 minutes de Paris et par aussi
la gravité, que je prenais conscience du ghetto, de ce qu'on peut dire aujourd'hui un apartheid invisible, un ghetto, même pour l'avoir visité, parlé, rentré, projeté des films, etc. Je me suis jamais arrêtée et rencontré vraiment la population déjà pour comprendre. Et je me suis dit, je ne répondrai pas aux questions tant que moi-même, je ne prends pas le temps de m'arrêter. J'allais pas rentrer dans justement le reportage dont on disait, on vient à chaud, on donne notre avis. Que je n'avais pas le droit de faire ça et que je me devais, j'avais fait des films qui partaient jusqu'à l'autre bout du monde pour parler de quelque chose, d'une question singulière ici, avec une caisse de résonance ici, et qu'à 3 minutes de Paris, on était tous incapables de dire pourquoi, comment prendre le temps, remonter dans l'histoire et ne pas être bouffé, entre guillemets, par le sujet qui nous saute aux yeux, c'est-à-dire les émeutes. C'est pour ça que c'est raconté comme un ballet, finalement. Les émeutes, on les voit en 3 parties. Et c'est juste comme un rêve ou comme une nuit très très longue. Et quand j'ai écrit ce projet, de toute façon, c'est toujours la même réaction. Donc, ce que je vais vous dire là, il n'y a pas du tout de ressentiment ni de colère. Il n'y en a plus depuis longtemps. Mais c'est juste, je me dis simplement que ce sont des sujets un peu précurseurs. Donc, la réaction, elle est immédiatement négative. Évidemment, ce film, il n'était pas consensuel. Pour moi, c'est un des vrais films politiques, un vrai film engagé, parce que quand vous commencez à avoir des pressions, quand on vous enlève l'argent, et on sait que l'argent est le moteur de ce genre de vie. Mais bon, moi j'avais la chaîne avec moi, j'étais bien. Et puis ce film, je vais régulièrement à Aulnay-sous-Bois, il y a des lycées sur place qui ont repris, c'est leur film. Ce film et leur identité, et ils se reconnaissent. Donc le reste, c'est pas très grave. Moi, j'ai fait un débat devant des sénateurs. Il y aura un petit morceau dans le DVD qui va sortir, devant tous les sénateurs. Ils sont tous devenus fous, mais pas un pouvait dire que c'était pas vrai. On peut pas mettre autant d'argent pour dépolluer le Stade de France et laisser là où il y a des crèches. On sait qu'en dessous, c'est blindé mais c'est pas de la faute des communistes, mais c'est une réalité. Il faut que l'État en prenne. Les habitants du 93, ils le savent. Ils savent, il y a une maladie qui s'appelle la maladie des grands ensembles. Les médecins la soignent, mais c'est quoi cette maladie? C'est un des sols les plus pollués d'Europe. Et à chaque fois qu'une nouvelle société vient s'installer, elle a l'argent pour dépolluer son précaré. Mais c'est plus possible. Il faut... alors, moi, je me mets pas à l'image comme Michael Moore, parce que j'ai une autre manière de raconter, une autre manière de dire, et pour moi, me mettre à l'image pour appuyer, je pense que je perdrais du propos. Ce qu'il y a de plus fort, c'est de ne pas détourner et de ne pas appuyer. C'est pour ça que je ne mets pas de commentaires non plus. Ou Marcelo Fulls aussi l'avait fait, je pense, dans Hôtel Terminus, il agresse lui-même. Oui, non, ça c'est une... Ah non, mais moi je suis pas contre, je dis que c'est une autre... C'est complètement une autre façon de faire. C'est pas pour ça qu'on est plus objectif, entre guillemets, lorsqu'on s'efface et que... C'est pas une question d'objectivité, parce que quand on est à l'image, je pense qu'on est un peu moins objectif, parce que vous voyez quelque chose et en plus, vous êtes pris par le charisme de la personne. Mais ce qui est assez formidable, je trouve, c'est que on retrouve à travers ce prisme-là du département, en fait, toute l'histoire sociale et industrielle. C'est-à-dire que, par exemple, on voit bien qu'on commence avec des ouvriers blancs qui viennent des régions de France et que peu à peu, on sent cette émollience de la classe ouvrière qui n'est plus représentée comme elle l'était à l'époque du Parti communiste et où elle représentait effectivement quelque chose de fort, avec effectivement le chômage, avec le racisme qui s'installe, tous ces jeunes qui savent plus quoi faire parce qu'il n'y a plus de travail, etc. Il y a quelque chose qui est bon comme ça en filigrane, c'est
finalement, on peut le voir aussi comme un bout de l'histoire de France, c'est-à-dire ce territoire qui est dessiné à un moment donné, enfin dessiné, qui est désigné, pardon, et on y décide d'y mettre tous les pauvres. Et moi, quand je dis aux jeunes aujourd'hui issus de l'immigration, je dis écoutez, ok, c'est dur pour vous tout ça, mais les premiers qui sont morts sur ce territoire, ils étaient blancs, ils étaient parisiens, ils venaient de Bretagne, ils venaient et eux sont morts tout de suite parce qu'on ne vivait pas plus de 3 mois en Seine-Saint-Denis parce que tout était expérimental, toutes les usines étaient expérimentales. Et si je l'avais sorti en salle, enfin si j'avais eu plus d'énergie, parce qu'au bout j'étais vraiment par terre, je voulais que l'État reconnaisse ce territoire, que une fois dans l'année, on dise, comme le 14 juillet, etc., que le 93 a été un territoire moderne. C'est un territoire qui s'est sacrifié pour la modernité. On va pas dire toutes les couches de la société, c'est tous les pauvres ont donné pour que l'Europe devienne une force, c'est-à-dire c'était les soutiers du monde moderne, du monde industriel, des temps modernes. C'est l'histoire des temps modernes, le 93. Et je me disais, en apportant un autre éclairage comme ça, qui est complètement vrai, mais je vous assure que plus personne après n'aura le même regard sur à la fois les émeutiers. C'est pas les comprendre ou se dire ils ont eu raison de brûler des voitures. C'est que non, c'est un bout de France qui souffre et voilà, et ça nous concerne nous.